Ce soir à l'émission, briser la solitude grâce aux petits frères. Il y a des chansons, il y a un repas traditionnel. Et on vous présente David et Juliette, un couple de restaurateurs passionnés. Notre concept, c'est vraiment de pouvoir recevoir les clients comme si on les recevait chez nous. En entrevue, je reçois Marie-Joëlle Tremblay à propos du centre touristique autochtone Kinawat. Offrir un lieu culturellement sécuritaire pour les Autochtones. Je m'entretiens également avec Emmanuel Roy du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, récipiendaire d'un prix de reconnaissance Essor. Ça nous parlait du courage d'être qui on est, d'aller au bout de nos rêves. Enfin, Caroline Dionne fait le point sur les médicaments contenant de la pseudoéphédrine. Ça peut amener justement à des problèmes cardiaques, de l'arythmie, de l'insomnie, de la nervosité, des tremblements, et c'est pas compatible avec certaines conditions comme l'allaitement. Bienvenue à Accès Local. Mardi 17 décembre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jaunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le temps des fêtes approche, on est presque dedans. Pour plusieurs personnes, c'est propice donc à des rassemblements festifs, mais pas pour tout le monde, notamment les personnes aînées qui se retrouvent parfois toutes seules. Heureusement, il y a un organisme de la région qui vient à la rescousse. Oui Claude, c'est l'organisme Les Petits Frères qui existe depuis 62 ans au Québec. Dans la région, le mouvement est un peu plus récent. On retrouve depuis 2015 l'équipe régionale des Basses-Laurentides à Saint-Eustache qui compte 120 personnes aînées et une centaine de bénévoles. L'âge moyen des personnes accompagnées est de 84 ans et 72 % d'entre elles sont des femmes. Et en 2019, une autre équipe a été lancée à Saint-Jérôme qui offre des services à 60 personnes aînées environ. La mission des Petits Frères, c'est de briser l'isolement donc que peuvent vivre les personnes aînées à l'aide de différents services d'accompagnement, d'activités et de jumelage. Et qu'est-ce qui est prévu pour le temps des fêtes dans la région? Le 20 décembre, un dîner de Noël aura lieu au Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme et le 24 décembre, ce sera au domaine Juliette Huot, une maison de villégiature située à Oka dont les grands amis et grandes amies de la région, c'est comme ça qu'on les appelle, peuvent profiter lors des occasions spéciales. On écoute à ce sujet Nathalie Robert, gestionnaire de secteur pour l'organisme. C'est vraiment précieux et tout le monde a hâte, les bénévoles ont hâte aussi. Il y a des chansons, il y a un repas traditionnel, fait que c'est très festif. Oui. Alors la seule chose qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas de tempête de neige. Là. Faut regarder la météo, mais sinon tout est en place pour accueillir les aînés. Clara, pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer, j'imagine qu'on a prévu quelque chose? Oui, tout à fait. Claude, les bénévoles se font un point d'honneur à être présents la journée du 24 ou du 25 décembre pour tenir compagnie aux personnes aînées. Donc, les petits frères et petites sœurs feront la livraison de cadeaux et de petites attentions au domicile ou à la résidence des personnes à mobilité réduite et passeront un moment avec eux lors de ces journées-là. Parce que pour beaucoup de personnes, Noël, c'est un moment chargé de traditions, de souvenirs où la solitude peut peser un peu plus lourd qu'à l'habitude. Au Québec, 55 000 personnes aînées vivent dans la solitude, un nombre qui est en augmentation avec le vieillissement de la population. On écoute à ce sujet Mme Robert. Les besoins sont grandissants, les ressources sont de moins en moins présentes dans le système de la santé qui explose. Bon, alors l'accompagnement est vraiment nécessaire plus que jamais. Et les petits frères récoltent actuellement des dons. Oui, Claude, l'organisme dépend financièrement à 80 % des dons du public pour continuer sa mission. Cette année, la collecte de fonds connaît certains ralentissements avec la grève de Post Canada. On écoute une dernière fois à ce propos Mme Robert. Il y a beaucoup de dons qui sont envoyés au cours de cette période-ci, au cours de Noël. Et puis là, c'est ça, nous, comme d'autres organismes, on a un manque à gagner parce que bon avec la grève, c'est ça, on n'est pas capable on a moins de dons qui sont arrivés et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident pour nous. Voilà, Claude, toutefois, il est possible de donner par le biais du site Internet des Petits Frères. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Vous allez nous parler d'un couple de restaurateurs passionnés. À plus tard, Claude. Le fabricant québécois de véhicules électriques Lion Électrique, basé à Saint-Jérôme, a annoncé qu'il se placera sous la protection de ses créanciers en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Cette décision survient après l'incapacité de rembourser plus de 200 millions de dollars en prêts, dont 167 millions à des prêteurs privés et 30 millions à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Plus de 200 millions de dollars en aide publique injectés dans l'entreprise sont ainsi à risque. Lion prévoit restructurer ses activités
activités tout en recherchant des investisseurs pour ses actifs. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, remettra un total de 1 000 $ à 2 organismes des Laurentides, soit 500 $ à la Fondation des Centres Jeunesse Laurentides et 500 $ à la Maison d'Ariane. Cette initiative provient du refus du PQ de profiter de l'augmentation de salaire des députés décidée l'année dernière par le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Les députés péquistes avaient annoncé qu'ils n'accepteraient que l'augmentation de salaire moyenne des travailleurs de la fonction publique et qu'ils remettraient le reste à des organismes. À travers le Québec, c'est plusieurs milliers de dollars qui seront remis de la poche des députés péquistes qui entendent respecter cette promesse jusqu'au prochain scrutin en 2026. L'organisme Kinawat Ensemble annonce la construction d'un centre touristique autochtone qui ouvrira ses portes en 2027 au cœur de la forêt boréale à La Conception. J'en discute avec Marie-Joëlle Tremblay, qui est directrice générale de l'organisme. Bonsoir, Madame Tremblay. Bonsoir. Alors, on a présenté la chose comme une nouvelle offre qui se trouverait au croisement du tourisme culturel et du bien-être. Avant qu'on élabore là-dessus, présentez-moi d'abord l'organisme que vous dirigez, qui existe tout de même depuis 15 ans, mais qu'on connaît un peu moins ici dans les Basses-Laurentides. Oui, bien en fait, en effet, notre organisme existe un peu moins de 15 ans, mais près de 15 ans. Puis en fait, ça fait depuis 2018 qu'on est à La Conception dans les Laurentides. Notre mission a 2 volets. Un volet qui est de partager les cultures autochtones avec tous, donc le volet un peu plus touristique. Puis on a un volet aussi qui a plus une mission sociale de favoriser la reconnexion culturelle pour les Autochtones directement. D'accord. Bon, le centre touristique dont je parlais en introduction sera construit au coût de 11 millions de dollars. Ça va prendre environ 2 ans. Il va servir à quoi exactement? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire que vous ne pouvez pas faire en ce moment? Bien, en fait, il va nous permettre d'étendre l'offre. On sait que l'offre touristique autochtone au Québec et à l'international est beaucoup en demande. Donc, ça va nous permettre de justement offrir une expérience beaucoup plus complète. Actuellement, on offre des expériences touristiques restreintes sur réservation. Donc là, on parle d'un achalandage de 35 000 personnes par année qui vont pouvoir venir visiter le centre. On parle d'un musée, des sentiers là, vraiment immersifs en forêt. Un espace de dégustation, une salle de spectacle, donc beaucoup plus complet comme offre. Oui, plus équipé, là. Exact. Mieux équipé, en tout cas. Dites-moi, bon, vous accueillez autant les Autochtones que les Allochtones. Qu'est-ce que les Autochtones ont à apprendre sur eux-mêmes et qu'est-ce que les Allochtones ont à découvrir de plus précieux au contact de la culture autochtone? C'est une question à 2 volets. Bien, en fait, pour les Autochtones, ce qu'on favorise, c'est la reconnexion culturelle. Donc, on sait avec l'histoire là, qui refait surface depuis quelques années avec les pensionnats autochtones, etc. Donc, on aide vraiment à offrir un lieu qui est sécuritairement culturellement sécuritaire pour les Autochtones pour qu'ils puissent venir reconnecter entre eux aussi, entre les différentes nations. Donc, Kinawat, ça veut dire ça aussi parce qu'on n'est pas rattaché à une seule nation autochtone. On offre plusieurs activités de différentes nations. Puis pour les Allochtones, dans le fond, mais c'est un lieu de rencontre, donc un lieu d'apprentissage aussi qui justement permet de goûter un peu, dans le fond, à un peu de toutes les cultures autochtones au même endroit. Donc, voir les différences, mais les ressemblances aussi. Parlez-moi du cofondateur de Kinawat, Dominique Rankin, et des raisons qui l'ont amené à créer ce lieu. Bien, Dominique, c'est un chef héréditaire Anishinaabe, donc algonquin. Il a lui-même vécu les pensionnats, donc c'est un monsieur d'un certain âge. Puis, en fait, lui, après les pensionnats, bien, il a fait son propre chemin de guérison, de réconciliation. Puis ça a toujours été sa vision, justement, de créer un lieu de rencontre pour que les Autochtones et les Allochtones puissent se rencontrer, puis apprendre à se connaître, en fait. Puis il a toujours prôné que c'était par la culture que ça se passait. Donc, c'est pour ça que le centre, c'était sa vision là, depuis le début. Connecté aux valeurs ancestrales là, des Premières Nations, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelles sont-elles, ces valeurs ancestrales?
Ben en fait, il y en a beaucoup. Oui. Moi, n'étant pas autochtone, je peux vous dire ce que j'ai appris dans le fond, mais tu sais, le partage, le respect, l'inclusion, c'est toujours des valeurs qui sont centrales. La nature, donc reconnecter à soi, mais à travers la nature. Donc c'est pour ça que le lieu qu'on a choisi est en pleine forêt. Ce qu'on veut aussi, on veut créer une expérience qui permet aux gens de ralentir. On sait que notre monde est beaucoup dans la vitesse, la rapidité, la déconnexion. Donc, c'est ce qu'on veut créer. Puis, on veut aussi créer un lieu où est-ce que, ben, c'est ça, que les gens puissent vraiment apprendre sur les cultures. Et avoir les ancêtres entre les arbres, comme le dit si bien M. Rankin. Ben, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web d'abord, ne serait-ce que pour entendre M. Rankin parler de ce rapport intime et spirituel qu'il entretient avec la nature et pour apprendre aussi qu'on n'a pas besoin d'attendre 2027 pour aller vous voir. Marie-Joëlle Tremblay, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Au plaisir. Le maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, a annoncé sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat lors des élections municipales de 2025. S'adressant aux employés de la ville réunis au quartier 50+ pour leur souper des fêtes tenu le jeudi 12 décembre, il a expliqué qu'il se retirait notamment pour des raisons familiales et de santé. Avant d'être élu en 2021, M. Boursier avait néanmoins déclaré qu'il ne sollicitait qu'un seul mandat à la mairie. Il souhaitait, disait-il, être un maire indépendant, de transition, qui s'occuperait de rétablir la réputation de Saint-Jérôme et de lui redonner confiance. Le quartier général de l'Audace et la fondation du Cégep de Saint-Jérôme invitent les membres de ces communautés étudiantes et diplômées à soumettre leur candidature pour les bourses Audace. Le programme vise à soutenir financièrement et à encourager le démarrage, le développement et l'acquisition de projets entrepreneuriaux. Il offre aux récipiendaires une bourse pouvant atteindre 10 000 $, 24 mois de mentorat et l'accès à toutes les ressources professionnelles du QGDA. Il est possible de soumettre sa candidature en ligne jusqu'au 31 janvier 2025. On va parler santé publique maintenant avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Depuis mercredi dernier, Caroline, la France oblige ses patients à obtenir une prescription d'un médecin pour avoir des médicaments qui contiennent de la pseudoéphédrine. Ça, c'est un ingrédient qui soulage la congestion nasale. On en retrouve dans le Tylenol, Advil, Réactine. Vous pourrez en ajouter, qui sont présentement en vente libre au Québec. Est-ce que ça pourrait changer? Vous avez butiné l'avis de certains experts là-dessus. Oui, exactement. Tout d'abord, mais ce ne sont pas tous les médicaments contre le rhume et les allergies qui contiennent de la pseudoéphédrine. Il faut lire l'étiquette, ça va être indiqué en cas de doute. Qu'est-ce que la pseudoéphédrine? Tout d'abord, c'est un ingrédient qui rétrécit les vaisseaux sanguins, donc ça réduit l'enflure et ça facilite la respiration. Donc, c'est vraiment utilisé contre la congestion nasale. Mais le problème, c'est que ça peut amener justement des problèmes cardiaques, de l'arythmie, de l'insomnie, de la nervosité, des tremblements, et c'est pas compatible avec certaines conditions comme l'allaitement. Les autorités françaises ont décidé de placer certains médicaments, en fait 8 précisément, médicaments contre le rhume sous prescription, parce que la prise de pseudoéphédrine, ça présente des risques très rare, mais ça peut arriver, d'accidents vasculaires cérébrales, d'infarctus du myocarde et de problèmes neurologiques. Alors, eux, ils considèrent que la possibilité d'obtenir ces médicaments-là sans avis médical, c'est un risque trop important pour les patients parce que le rhume, c'est bénin. Faut le dire. Ça ne dure pas longtemps et c'est bénin. C'est presque épeurant la façon dont vous nous présentez ça. Mais oui. Selon ce que vous avez appris, est-ce qu'on devrait éviter tout simplement ce genre de médicaments? Selon des pharmaciens qui se sont prononcés justement dans les médias, il n'y a habituellement pas de problème à consommer de la pseudoéphédrine pour les personnes en bonne santé. Les personnes qui ont des maladies cardiaques et les personnes âgées devraient l'éviter. Si vous prenez déjà des médicaments, il est préférable de consulter votre pharmacien avant d'en prendre de la pseudoéphédrine. Les enfants sont plus sensibles aux effets indésirables, donc on l'évite.
la pseudoéphédrine pour les enfants. Et pour les enfants de moins de 6 ans, il n'y a vraiment aucun traitement pour le rhume. D'accord. Toujours selon ce que vous avez appris, est-ce que le Québec devrait faire comme la France? Les pharmaciens qui se sont prononcés dans les médias disent que non, le Québec ne devrait pas exiger d'ordonnance pour obtenir la pseudoéphédrine parce que ça va engendrer des rendez-vous médicaux inutiles et le système est déjà surchargé. Ouais. D'autant plus que le rhume, c'est quand même bénin. Le Québec réglemente déjà certains produits à base de pseudoéphédrine. Par exemple, à la pharmacie, les médicaments qui dépassent 1200 mg par emballage ou qui contiennent seulement de la pseudoéphédrine sont gardés derrière le comptoir. Il y a même des pharmaciens aussi qui gardent tous les produits qui contiennent de la pseudoéphédrine derrière le comptoir, donc on ne prend pas de chance. Ce qui est avantageux aussi ici, c'est que les patients peuvent facilement consulter leur pharmacien avant de prendre des médicaments qui contiennent de la pseudoéphédrine, ce qui peut éviter les complications. Puis aussi, les pharmaciens possèdent une très grande expérience clinique avec cet ingrédient-là. Et les complications sont extrêmement rares. Oui. Et c'est un médicament quand même qui est efficace. Si on ne peut pas en prendre ou si on ne veut pas en prendre, par quoi on peut le remplacer? Dans le fond, on peut utiliser, par exemple, les vaporisateurs ou lavages nasaux à base d'eau salée. Ça peut aider à décongestionner le nez. Pour les allergies, eh bien, les antihistaminiques, ça fait la job, comme on dit. Ouais. Ça va éviter la congestion nasale et l'écoulement nasal aussi. En conclusion? Bien, en conclusion, dans le fond, selon ce que semblent dire les pharmaciens, ça n'arrivera pas. On ne va pas demander de prescription pour se procurer de la pseudoéphédrine. Donc, ça va rester en vente libre au Québec. Imaginez, ça compliquerait beaucoup les choses. Les pharmaciens, de plus, gardent le produit dans la section professionnelle. Donc, ils ont un certain contrôle sur ces produits-là et ils sont à même de conseiller leurs patients. De notre côté, nous, il faut s'assurer que cet ingrédient-là nous convient. Donc, il faut vraiment vérifier ça avec le pharmacien. Bien, excellent. Merci beaucoup, Caroline. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Pareillement. Le gouvernement du Québec a procédé à la remise des prix de reconnaissance Essor 2023-2024 le vendredi 6 décembre. Un projet réalisé au Centre multiservice de Sainte-Thérèse a été couronné du prix La culture à l'école. Et la responsable de ce projet, Emmanuelle Roy, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir. D'abord, félicitations. Vous êtes enseignante, vous, en participation sociale. Expliquez-nous d'abord ce que c'est que votre boulot et avec quelle clientèle vous travaillez. Oui, alors ma clientèle, c'est de jeunes adultes neuroatypiques. Donc, on parle de trisomie, troubles du spectre de l'autisme et toute autre neurodiversité qu'on peut imaginer. Donc, ils ont tous plus que 21 ans parce que nous sommes un centre d'éducation pour les adultes. Mm-hmm. Avec eux, en fait, il y a un groupe qui s'appelle la troupe. Et avec eux, on fait du théâtre d'ombre, on fait du cinéma et on les amène vraiment depuis 2 ou 3 ans maintenant à travailler avec des metteurs en scène professionnels. Cette même troupe, ce sont les mêmes étudiants tout le temps depuis 3 ans? Non, en fait, il y avait... maintenant, ça fait 18 ans là, que j'enseigne en participation sociale. Mais cette année, c'est la première fois qu'on a un groupe vraiment dédié. Ils sont avec nous 3 jours semaine. D'accord. On fait cette année, on a un projet de masque pour lequel j'espère on gagnera un autre prix Essor. Oui. On va parler de celui pour lequel vous avez gagné. Donc l'an dernier, vous avez entraîné vos élèves, votre troupe dans un projet là qui touchait, vous l'avez dit, les arts de la scène, plus particulièrement le théâtre d'ombre et de marionnettes. Et toute cette troupe-là s'en allait vers la présentation d'un spectacle qui s'appelait Pas peur de mon ombre. Alors, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que ça contient, ce titre-là? Pas peur de mon ombre, je vais vous montrer un des masques qu'on a fait. Ça a été fait en compagnie de Lucille Prosper. Ça, c'est un de nos masques. Oui, formidable. Qu'on appelle les masques d'ombre. Alors, bien sûr, vous pouvez imaginer que les élèves sont derrière ce masque-là, qu'ils sont éclairés et qu'on n'aperçoit que l'ombre du masque. Ah, oui, oui. Lucille Prosper est une marionnettiste, metteur en scène. Elle est à la tête de la compagnie Alluma. Mm-hmm. Et c'est avec elle que nous avons travaillé sur ce merveilleux
spectacle. L'ombre pour les élèves, comment je dirais ça, c'est à la fois une façon de se cacher, mais une façon d'être magnifiés aussi. Ils deviennent plus grands que nature. Et puis ça nous aide aussi, comment dire, à la fois à révéler toute la beauté qu'ils ont à l'intérieur, puis à préserver comme un certain mystère aussi autour d'eux. Parlez-moi Donc, avec Lucille, oui, parlez-moi des étapes. Été avec nous toute une année. Oui, OK. Ouais. C'était ma question, les étapes du projet, là. Oui, alors on a commencé par accueillir Lucille, qui a fait avec tous les élèves du programme de participation sociale, pas juste avec ceux de la troupe, des masques d'ombre. Alors, ils ont, c'était sur de très, très grands cartons, là. Ils ont dessiné une figure qui leur plaisait. Et puis, pendant un atelier d'une journée. Et ensuite, Lucille est partie avec ces masques-là, les a découpés. Et c'est à partir de là que ça se transforme en magie parce que on voit l'ombre, oui. La lumière entre là-dedans et de ce masque-là, qui est rigolo, on obtient quand même quelque chose de, comme je disais tout à l'heure, plus grand que nature. Oui. Ensuite, ils ont travaillé avec Lucille toujours en studio, avec de l'ombre, à explorer tout ce qui était travail corporel. Ils ont un peu apprivoisé leur ombre aussi. Le pas peur de mon ombre, c'est là que ça vient. Ouais. C'était un peu apprivoiser le côté sombre des humains, en fait. Et d'apprivoiser tout ça, de se réconcilier avec notre ombre, si on veut. En 30 secondes à peu près, comment ils ont vécu ça, vos élèves? Quels sont les commentaires qu'on vous a faits, les commentaires de leur entourage aussi? Bien, quand je suis allée recevoir le prix à Québec, j'avais leurs mots, j'avais leurs remerciements que j'ai lus avec le masque que vous voyez. Il y avait bien sûr des merci, mais aussi ça nous parlait du courage d'être qui on est, d'aller au bout de nos rêves et de se dépasser. Et puis, j'étais très heureuse de pouvoir me placer derrière eux et de pouvoir dire en leur nom merci pour ce prix. Écoutez, manifestement, au Centre multiservice, vous croyez que l'art puisse être un outil d'apprentissage. Vous avez d'autres projets, vous me l'avez dit tantôt, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. J'aurais aimé en parler plus longuement. Emmanuelle Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. Clara, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes à Sainte-Thérèse. Vous êtes allé faire un tour. Oui, Claude, c'est l'Osteria Basta, le travail d'un couple, David et Juliette, qui veulent recevoir les clients comme à la maison. Alors, je vous laisse découvrir ce projet de passion dans notre reportage de ce soir. Notre restaurant, le voici. Notre concept, c'est vraiment de pouvoir offrir des plats simples de cuisine traditionnelle italienne. Parce que la cuisine traditionnelle italienne, c'est vraiment de pouvoir faire des miracles avec des ingrédients simples qu'on met tous ensemble. Donc notre concept, c'est vraiment de pouvoir recevoir les clients comme si on les recevait chez nous, comme si vraiment vous venez manger à la maison. Donc on essaye d'avoir une ambiance des plus chaleureuses, des plus personnelles, tout en restant quand même professionnel dans ce qu'on fait. Dans le fond, on a toutes les deux travaillé dans beaucoup de restaurants pendant longtemps. Et puis, on a travaillé ensemble aussi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, dans la cuisine. Puis, on a eu un coup de téléphone d'un ami qui avait entendu dire qu'ici, c'était à vendre. Puis, c'était juste avant qu'on parte se marier en Alsace, d'où Juliette vient. Puis, de là-bas, on avait à peine vu le local. On était tous excités, on s'en allait se marier. Il y avait un million de choses qui se passaient en même temps. On est venu voir le local, puis on a passé 4 mois ici. À tout à refaire, mettre ça à notre goût. Ouais. Puis c'est vraiment tous nos amis, notre famille, tout le monde était ici ensemble, tout le monde nous a aidés pendant 4 mois. Puis finalement, on a ouvert, puis en étant ici vraiment 7 jours semaine, en travaillant, en faisant des choses qu'on n'est pas habitué de faire, qui est extrêmement frustrant. Mais en étant tout le temps ici, c'est vraiment devenu comme notre deuxième maison ou notre première maison même. Ouais, facilement. Mais on a tout refait, puis je pense que c'est beaucoup à notre image. Mais là, juste le fait de pouvoir faire à manger pour des gens, c'est presque bizarre, mais c'est vraiment, quand on dit c'est comme tu viens chez nous, tu viens manger à notre maison, mais c'est vraiment ça parce qu'on vit ici. Puis,
Puis c'est ça, on a eu une opportunité, puis on s'est dit on va travailler 2 fois plus fort que quand on travaille pour d'autres mondes. Il faut le faire avec passion. Ouais. Il faut vraiment avoir de la passion pour ouvrir un restaurant, mais en même temps, malgré tous les efforts et toutes les heures qu'on passe ici, on les compte plus. Et c'est juste qu'à chaque client qui passe la porte, ça vaut tous les efforts qu'on met dans notre maison. Là. On ne savait pas trop comment l'appeler non plus. Puis à un moment donné, on travaillait quand même sur des menus. Puis on a fait un menu, puis on le trouvait beau. Puis on est arrivé, finalement, on est arrivé au dessert. On s'est dit, bon, digestif, puis basta. Basta, c'est une expression qui veut dire, c'est assez ou c'est ça qui est ça. T'sais. Puis on s'est regardé et on a dit, ouais, basta, hein, c'est pas pire. Moi, j'ai habité quand même un petit bout de temps à Sainte-Thérèse, puis j'adore le village. Je trouve que de plus en plus, ça devient aussi de plus en plus une ville où il se passe plein de trucs. Il y a le cégep, il y a plein d'autres petits commerces, plein d'autres petits restaurants qui sont vraiment le fun. On a quand même travaillé à Sainte-Thérèse pas mal. Et on aime le village, on aime la rue, on aime vraiment la beauté puis le cachet que ça a. C'est quand même assez vieux, Sainte-Thérèse. Puis on se retrouve bien ici, je trouve. Ouais. Plein de petites entreprises à Sainte-Thérèse nous encouragent et viennent faire leur party de Noël ici. Donc c'est vraiment très très apprécié. Puis on commence dans notre 3e semaine. On est vraiment content parce qu'on a eu une très très belle ouverture. On a eu des belles semaines depuis qu'on est ouvert, des belles journées. C'est sûr que c'est l'hiver, on est au mois de décembre. Mais pour un mois de décembre et pour une ouverture, on est vraiment satisfait des retours qu'on a eus. Puis ce qu'on aime beaucoup, c'est que les gens y restent aussi, ils profitent. On n'est pas une place à roulement, on ne veut pas ouvrir plein d'autres basta ici, c'est vraiment chez nous, puis on aime ça que les gens y restent, ils profitent de leur soirée, puis on a vraiment eu des bons retours, donc on est super contents. Puis nous, on voulait une petite place comme ça, on ne coupe pas de coin, on fait les choses comme sont supposées d'être faites. La qualité des aliments et des plats aussi. On fait nos pâtes, on fait notre pain, on n'achète rien de déjà fait ou si on pourrait avoir un poulailler, on l'aurait là. Mais on aime ça, les choses intenses. On est 2 personnes qui sont extrêmement intenses, on est 2 caractères complètement différents, mais on se complète énormément et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à continuer et puis à faire des projets comme on les a fait durant ces 2 ans et demi. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. La grande finale de Montre-moi tes Laurentides suit à l'instant. Bonne soirée.